2 heures. C'est tout ce que les héritiers Beaumont m'ont accordé pour emballer 40 ans de ma vie dans 3 petits cartons. Ils étaient là, un sourire méprisant aux lèvres, m'accusant d'avoir détourné 5 millions d'euros. Ils ont même racheté mon hypothèque pour s'assurer que je n'ai nulle part où dormir ce soir. C'est insensé. Ils ne voient en moi qu'une vieille femme qui a cessé d'être utile. Mais moi, je vois 3 amateurs qui ont oublié qui a construit leur machine. Pensent-ils vraiment avoir gagné? Quelle erreur! Je détiens toujours la clé maîtresse de tout leur sale héritage. Écoutez jusqu'à la fin pour découvrir comment j'ai géré la situation, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mon histoire. Jamais je n'aurais imaginé une telle trahison. Le dossier beige frappe le bureau en acajou avec un bruit sourd et sec, le son d'une guillotine qui trouve sa cible. J'ai entendu ce bureau absorber 40 ans de décisions. Rapports trimestriels, déclarations fiscales, le bruissement discret des documents qui déplaçaient des centaines de millions à travers la machinerie des Beaumont sans qu'une seule virgule ne soit déplacée. Je connais le grain de ce bois comme je connais ma propre écriture. Mais ce son est différent. Ce son est celui d'une pierre tombale. Christophe ne s'assoit pas. Il domine la pièce de sa hauteur, de cette manière qu'ont toujours les hommes qui héritent des lieux au lieu de les conquérir, les épaules larges dans son costume bleu marine sur mesure, la mâchoire serrée selon un angle étudié pour transmettre une autorité qu'il n'a jamais réellement possédée. La Patek Philippe à son poignet accroche la lumière matinale des hautes fenêtres et projette un petit éclat froid, tel un diamant de lumière, sur la couverture du dossier. Nous avons trouvé les failles, Madeleine. Il laisse les mots retomber comme un sédiment. 40 ans de confiance, et vous nous avez saigné à blanc. Mon cœur rate un battement, un sursaut métallique et saccadé. Pas par culpabilité, mais à cause de cette reconnaissance spécifique et nauséeuse d'un mensonge proféré en plein visage par quelqu'un qui sait que vous savez qu'il ment, et qui s'en moque éperdument. Je ne regarde pas le dossier. Je regarde ses yeux. J'ai déjà plongé mon regard dans ces yeux-là, lorsqu'il avait 8 ans et qu'il ne parvenait pas à équilibrer un simple grand livre. J'étais assise à ses côtés, à ce même bureau, patiente comme les mathématiques elles-mêmes, guidant son petit doigt le long des colonnes. Je les ai regardés quand il avait 25 ans, lorsqu'il est entré pour la première fois dans la salle du conseil de son père, et que je l'ai vu absorber l'espace comme s'il s'agissait d'oxygène dû par sa simple naissance. Je cherche maintenant une trace de ce garçon. Un battement d'humanité sous l'investissement. Il n'y a rien. Juste le reflet froid et plat d'un prédateur qui a finalement décidé que le vieux chien de chasse était devenu encombrant. 5 millions. Le chiffre tourne dans mon esprit comme le rouleau d'une machine à sous, clinique et précis. Je n'ai pas déplacé cet argent. Je sais que je ne l'ai pas fait parce que je connais chaque mot de passe, chaque dérogation, chaque horodatage de ce système, car je les ai tous construits, couche après couche cryptée, au fil des décennies. Mais connaître la vérité et posséder l'architecture pour la prouver sont 2 écritures comptables bien distinctes. Pour l'instant, je garde mon visage immobile, mon masque professionnel scellé comme la porte d'un coffre-fort. Est-ce ce que dit le dossier? Demande. Ma voix sort plus fine que je ne l'aurais souhaité, comme un parchemin trop tendu sur l'os, mais elle ne tremble pas. Le sourire narquois de Christophe ne flanche pas. C'est ce que dit le dossier. La lourde porte en chêne claque derrière moi, et l'adjudant Mercier émerge de l'ombre des rideaux de velours. Je ne l'avais pas vu. Ce qui est notable, car je remarque tout. Il devait se tenir là bien avant mon arrivée, ce qui signifie que cette mise en scène était délibérée, que ce moment a été répété. Son pouce s'accroche à son ceinturon avec une désinvolture travaillée, reposant précisément à côté de l'éclat d'acier de ses menottes, assez près pour constituer un message. L'air dans le bureau change. L'odeur familière de la cire pour acajou et l'ozone des serveurs transportent soudain quelque chose d'autre, quelque chose d'électrique et de froid. Cela a le goût de l'ozone avant l'orage. Le goût de l'instant qui précède l'irréversible. Ce n'est pas nécessaire de faire une scène, Madeleine, dit Mercier. Sa voix est un grondement bas et répété, drapé dans le mince costume de la sympathie. Il a perfectionné ce ton. Je l'ai vu l'utiliser lors des conseils municipaux et des litiges de voisinage pendant près d'une décennie, le registre spécifique d'un homme qui veut vous faire croire qu'il est de votre côté alors que sa main repose sur l'instrument de votre destruction. Il est sur la liste de paix des Beaumont depuis plus longtemps qu'il n'est au service de l'État. Je le sais depuis des années. Je l'ai noté, classé dans l'architecture précise de ma mémoire, et je ne l'ai jamais utilisé parce que je n'en avais jamais eu besoin.
Les Beaumont étaient ma famille à la manière dont le garde-temps le plus complexe d'un horloger et sa famille. Non par le sang, mais par l'investissement total du talent et des années. Je regarde le visage de Mercier. Il fuit mon regard. La loi n'est pas là pour enquêter. La loi est là pour tenir la porte pendant que les preuves sortent d'elles-mêmes. 2 heures, lance Christophe, consultant sa Patek Philippe d'un coup de poignet. Un geste si désinvolte qu'il constitue une cruauté en soi. Emballer ce qui tient dans 3 cartons. Tout ce qui restera deviendra propriété du domaine. Un silence. Delabere. Chirurgical. Y compris les journaux intimes de votre mari. La mention d'Adrien me frappe comme un coup de poing au plexus solaire. Pendant une fraction de seconde, une seconde que je ne permettrai pas d'être visible. Ni pour Christophe, ni pour Mercier, ni pour les rideaux de velours ou les écrans froids qui clignotent sur leur rack, je le sens. La douleur aiguë et profonde de quelqu'un qui fouille dans la cavité de votre deuil pour s'en servir comme d'un levier. Adrien est parti depuis 10 ans. Ces journaux sont le dernier vestige de sa voix. Les observations manuscrites d'un homme tranquille qui aimait le jazz, l'ébénisterie, et inexplicablement, moi. Il repose dans le tiroir du bas du petit meuble en chêne, dans le coin de ce bureau, un coin que j'avais spécifiquement aménagé pour être le mien dans cette pièce parce qu'Adrien me rendait visite ici. Parfois, tôt le matin, apportant 2 tasses de café et s'asseyant dans le fauteuil en cuir usé sans dire un mot, juste présent. Christophe savait exactement ce qu'il disait. Il a saisi l'arme la plus tranchante à sa disposition. Yeme. Ma colonne vertébrale est une ligne rigide, une tige d'acier que je maintiens par pure volonté depuis que ce dossier a frappé le bureau, et je ne la laisserai pas fléchir maintenant. Mes cheveux poivre et sel ne bougent pas. Ma mâchoire ne tremble pas. Mon masque professionnel est une forteresse. Et derrière lui, quelque chose de plus froid et de plus résolu que le chagrin commence à s'organiser. Je n'ai pas besoin de 2 heures pour quitter un navire qui sombre, Christophe, dis-je. Je ramasse les journaux d'Adrien en premier. Le carton des boîtes est rugueux sous mes doigts, un contraste violent, presque offensant, avec la soie de mon chemisier. 40 ans de qualité. 40 ans à être l'élément le plus rémunéré, le plus fiable et le plus invisible de ce domaine. Et maintenant, j'emballe ma vie dans des cartons frappés du logo d'un discounté que quelqu'un est allé chercher au garage. Je bouge avec une précision clinique. La montre vintage en argent à mon poignet rejoint le premier carton. Adrien me l'avait offerte pour notre 20e anniversaire avec un mot qui disait « Pour la femme qui sait déjà quelle heure il est ». Le petit carnet relié en cuir suit. Mon propre code, des observations sténographiées accumulées sur 4 décennies que personne d'autre au monde ne pourrait décrypter. Les 2 objets s'imbriquent parfaitement. Il y a un certain confort dans le confinement ordonné. Mercier se tient près de la baie de serveur. Son ombre s'étire sur le sol comme une tache sombre s'étendant d'une source invisible. Il ne cherche rien de spécifique, il surveille. Il observe mes mains. Il observe mon visage. Cherchant la confession qu'ils ont déjà rédigée. Chaque agrafeuse. Chaque dossier étiqueté. Chaque coupe-papier monogrammé ressemble à la relique d'une vie dont on m'expulse de force, objet par objet, seconde par seconde. Je suis une intruse dans mon propre temple de la logique. 40 ans à bâtir cette pièce, ses systèmes, ses rythmes, son ordre impossible. Et je suis maintenant surveillée comme une voleuse à l'étalage par un homme incapable d'équilibrer son propre chéquier sans aide. Je garde mes mouvements efficaces. Le chagrin est inefficace. Je ne ferai mon deuil qu'une seule fois, en privé, et ensuite, je travaillerai. Mon cerveau, par chance, refuse de paniquer. Il calcule. Tandis que mes mains poursuivent leur tri mécanique, ceci dans le carton 1, cela dans le 2, mon esprit a déjà migré 3 couches plus profondément dans le problème. Je visualise le grand livre. Pas la version que Christophe tient dans ce dossier. Le vrai, celui que j'ai maintenu dans ma mémoire comme un registre parallèle depuis la première fois où j'ai remarqué des anomalies dans les notes de frais de Laurent, il y a 6 ans. Le chiffre de 5 millions tourne dans ma tête comme un barillet numérique, et je commence la séquence d'isolement. Pas un retrait progressif, une somme forfaitaire, un événement unique. Christophe pense par grands traits. Il pense en impression et en atmosphère parce que le mécanisme réel de l'argent a toujours été mon domaine, pas le sien. Il a emprunté mes codes de dérogation un mardi. Je sais quel mardi parce que j'étais chez le dentiste pour un traitement de racines de 9 h à 11 h 30.
Et je sais que mes identifiants ont été utilisés à 10h47 parce que j'ai intégré un protocole de notification passive dans le système il y a 5 ans, et que l'alerte a été envoyée sur un compte email dont les héritiers ignorent l'existence. Il a été négligent. Il l'a toujours été. Il pense en somme globale, il ne comprend pas l'architecture décimale. Il a emprunté la clé d'un bâtiment mais a oublié que celui-ci possède 17 sous-sols qu'il n'a jamais cartographiés. Les entrées horodatées qu'il pense avoir supprimées existent dans 3 emplacements de sauvegarde redondants dont l'un n'a pas été touché depuis 2014, lorsque la famille a migré vers leur nouvelle infrastructure cloud et déclaré l'ancien système obsolète. Ce sont des amateurs qui ont hérité d'une machine qu'ils n'ont jamais comprise. J'ai construit les couches de cryptage derrière lesquelles ils se cachent actuellement, et j'y ai aussi construit les failles. Je finis d'emballer. 2 heures sont devenues 40 minutes. La descente du grand escalier est une forme de cruauté bien spécifique. Cet escalier, sa rampe en acajou courbé, son tapis perçant bordeaux et or, ce genre de déclaration architecturale qui annonce la fortune ancienne sans qu'un mot ne soit prononcé, je l'ai gravi et descendu des milliers de fois. Je l'ai parcouru à 5 heures du matin, portant du café noir, à minuit, chargé des projections trimestrielles, en toute saison et à toute heure. La maison connaît mes pas. Aujourd'hui, le personnel de maison borde les limites de ma conscience comme un cœur antique devenu lâche. Je vois Marguerite, la cuisinière, faire mine de s'affairer derrière le comptoir du petit déjeuner. Je vois le jeune Daniel, le jardinier, se découvrir un besoin soudain et urgent d'examiner les moulures près des plinthes. Des yeux qui, autrefois, croisaient les miens avec la reconnaissance confortable d'une longue connaissance, trouvent maintenant le sol absolument fascinant. Je porte le carton du dessus. Son poids tire sur mes épaules, insistant et réel. Mercier me suit à 3 pas, assez près pour être mon ombre, assez loin pour maintenir la fiction d'un départ volontaire. L'odeur de la cire coûteuse et de décennies d'histoire entretenues me traverse. En MXIS. Je ne suis pas licencié, je suis excisé. Comme une tumeur retirée d'un corps qui n'a jamais compris que c'était cette tumeur qui tenait certaines infections à distance. Ma demarque est vive. Efficace. Delivery. J'ai été bâti pour l'utilité, et c'est mon sens du devoir qui me fera franchir cette porte. Je ne trébucherai pas. Pas ici. Pas devant eux. Élodie attend aux grilles en fer forgé du domaine, postée à côté de son SUV argenté dont le moteur tourne au ralenti, avec la désinvolture étudiée de quelqu'un qui a répété sa mise en scène. Elle a 40 ans et possède cette beauté spécifique et entretenue d'une femme qui considère son apparence comme une composante de son pouvoir, ce qu'elle est, et ce que j'ai toujours noté sans jugement. Ses lunettes de soleil de créateur me renvoient le soleil de février comme 2 petits miroirs froids. Elle ne descend pas de voiture. Elle baisse la vitre d'environ 10 centimètres. Oh, Madeline. Sa voix est d'une chaleur artificielle, le genre qui ressemble à de la sympathie si l'on écoute en surface. J'ai passé 40 ans à écouter ce qui se cache dessous. À propos du pavillon. Mes mains se crispent sur le carton. Nous avons racheté l'hypothèque à la banque ce matin. Elle livre cette information comme on annonce une nouvelle banale, quelque chose de logistique, d'administratif, une simple affaire réglée. Les papiers d'expulsion vous seront signifiés demain. C'est pour le mieux, vraiment. Un nouveau départ. Une petite inclinaison de tête, pleine de regrets factices. Vous comprenez. Le monde semble basculer lentement, comme une table avec un pied trop court admettant enfin son instabilité. Le pavillon. Cette petite maison blanche à la lisière du domaine où je vis depuis 15 ans que j'avais arrangé d'acheter précisément parce que je connaissais l'importance de posséder son propre sol. Sauf que je l'avais fait via l'organisme de crédit recommandé par le domaine. Je comprends maintenant que c'était la première d'une chaîne d'erreurs que j'ai été trop confiante pour prévoir. Ce pavillon qui sent encore, d'une manière atmosphérique et impossible que je ne peux expliquer, le tabac de pipe d'Adrien, même 10 ans après sa mort. Cette odeur particulière de bois sec, de vieux livres et la paix spécifique d'un espace qui n'appartient qu'à moi. The Sparrow. Cédé par signature ce matin pendant que j'étais là-haut, en train d'emballer ma vie dans des cartons. Ils ne m'ont pas seulement licencié. Ils ne m'ont pas seulement accusé. Ils sont en train d'effacer les coordonnées mêmes de mon existence. Les pneus du SUV d'Élodie projettent du gravier en s'éloignant, et la poussière retombe lentement sur mon manteau de laine en un mince film gris. Je me tiens sur le bas-côté de la route privée du domaine avec 3 cartons, un carnet relié en cuir, une montre vintage,
les journaux d'Adrien et 60 ans d'intelligence stratégique accumulée. Et pendant exactement 4 secondes, je ne suis qu'une femme terrifiée. Ma main monte à ma gorge avant que mon esprit conscient ne l'autorise, un réflexe, un besoin d'ancrage. Mes doigts se referment sur le pendentif. L'étain est froid contre ma paume, plus lourd qu'il n'en a l'air, et le bord métallique mord la peau tendre de ma main avec une pression qui est réelle, présente et, surtout, à moi. Ma respiration est courte, saccadée. Les banlieues chics des Hauts-de-Seine s'étendent autour de moi dans leur silence placide et coûteux, les érables nus de février, un chien lointain, le bruit étouffé d'un souffleur de feuilles 3 propriétés plus loin. Tout cela est indifférent. Tout cela continue avec une normalité parfaite pendant que les fondations de ma vie sont démolies en silence. L'architecte disparaît pendant 4 secondes. À sa place se trouve une femme de 60 ans sans foyer, sans accès bancaire, sans statut social, avec une accusation criminelle qui s'enroule autour de son nom comme une corde de pendu déguisée en collier. 4 secondes. Je les compte. Puis le bord froid du pendentif fait ce qu'il a toujours fait. Il me ramène à la terre. Benoît en avait fait une plaisanterie lors d'un dîner de famille. Le genre de blague qui n'en est pas une, livrée avec ce talent des Beaumont pour la cruauté drapée d'humour. C'est quoi ce truc, Madeleine? Vous avez trouvé ça dans une brocante médiévale? La table avait ri poliment. J'avais arboré mon mince sourire d'initié sans rien dire. Car ce sourire existe précisément pour les moments où ce que vous savez est trop précieux pour être partagé. Sous la coque brute en étain, sous cette simplicité visuelle délibérée, cette esthétique qui annonce « rien à voir ici, rien de valeur », se cache un jeton d'authentification matérielle de qualité militaire. Un entitane. Un code cryptographique tournant. La clé d'authentification physique de l'architecture serveur héritée du trust familial. Les héritiers ont déclassé ce système il y a 10 ans lorsqu'ils ont tout migré vers leur nouvelle infrastructure cloud. Ils ont fait venir un consultant, tenu des réunions, déclaré l'ancien cadre obsolète et migré les données qu'ils pouvaient voir. Ce qu'ils n'ont pas migré, ce qu'ils ne savaient pas migrer, parce que la seule personne qui en connaissait la topologie complète se tenait dans la pièce en prenant discrètement des notes. Ce sont les portails dérobés que j'ai intégrés dans les fondations. L'architecture héritée existe toujours. Elle tourne encore, sur un serveur dans une pièce climatisée du sous-sol du domaine, maintenant fidèlement ses dépôts cryptés depuis 2014 pendant que la famille, à l'étage, se félicitait de sa modernisation. Ils pensent que leur argent est dans le nuage. Ils ont oublié que les fondations sont enterrées sous terre, et c'est moi qui détiens l'unique clé. Je raffermis ma prise sur le carton et je marche vers la route. J'ai un hôtel de passage à trouver. L'hôtel en bordure de National sur la RN7 coûte 89 € la nuit, et sans le nettoyant industriel au citron appliqué avec une agressivité institutionnelle sur un substrat persistant de vieilles fumées de cigarettes. Je dépose mes 3 cartons sur le dessus de lit en polyester rêche et j'écoute les ressorts du matelas gémir leurs plaintes. L'autoroute bourdonne à l'extérieur, constante, rythmique, impersonnelle. Un son sans mémoire, sans texture, sans connaissance de qui je suis, de ce que j'ai bâti ou de ce qui vient de me être arraché. Le linoléum sous mes chaussures est froid, même à travers les semelles de cuir, et se décolle dans les coins en de longues boucles épuisées. Je regarde mon reflet dans le miroir piqué de la coiffeuse. Mes cheveux poivre et sel sont toujours impeccables. La coupe au carré au ras du menton maintient sa géométrie même après une matinée de carton, de gravier et de cruauté délibérée. Mes yeux gris me fixent avec la couleur d'un front d'orage hivernal, cette nuance spécifique qui apparaît lorsque les systèmes de pression entrent en collision. Mon masque professionnel est toujours en place, ce que je note avec quelque chose qui ressemble à de la fierté. Je prends une inspiration délibérée. Je laisse le citron industriel remplir mes poumons. Ceci n'est pas une défaite. J'ai simplement changé de base d'opération. Les centres de commandement ne se définissent pas par la qualité de leur mobilier. La table de chevet tachée de café est facilement débarrassée, je pose le bloc-notes et le stylo bille offert sur le sol avec une précision méticuleuse et les remplace par le contenu de mon deuxième carton, disposant mon matériel avec le même soin méthodique que j'ai apporté à chaque bureau où j'ai travaillé. J'ouvre l'ordinateur portable crypté. La lumière bleue de l'écran s'épanouit dans la pénombre et se reflète dans mes lunettes. Le confort familier et particulier de cette lueur, lumière froide, lumière logique, lumière des systèmes et des certitudes, me traverse comme un courant stabilisateur. Mes doigts trouvent le clavier. Les callosités au bout de mes doigts reconnaissent la friction familière des touches.
le langage tactile spécifique d'un outil que j'utilise depuis 4 décennies. L'accusation que Christophe a montée repose sur l'hypothèse que je suis confuse. Que l'âge et la désorientation sénile. J'ai trouvé l'expression dans le dossier pendant mes 40 minutes d'emballage. Je l'ai noté, classé, ont compromis mes facultés. Que la femme qui a bâti l'architecture financière privée la plus complexe de la région a fini par perdre le fil. Mon esprit est une machine de haute précision. Il catalogue, trie, croise les références et commence à esquisser la première architecture d'une riposte. Il n'a pas besoin d'un bureau en acajou. Il n'a besoin ni de légitimité institutionnelle, ni de la présence d'un public. Il n'a besoin que d'une connexion. Et du jeton d'authentification qui repose actuellement, réchauffé par ma peau, contre mon sternum. Ils ont l'adjudant. Ils ont les avocats. Ils ont les actifs physiques, le statut institutionnel, le capital social d'un nom de famille qui accumule de la crédibilité depuis 3 générations. Ce qu'ils n'ont pas, c'est la moindre compréhension de ce qu'ils tiennent réellement entre leurs mains. Ils ont hérité d'une machine. Ils manipulent les commandes sans jamais avoir lu les schémas, parce que la personne qui a tracé ces schémas était toujours dans le bureau d'à côté, toujours disponible pour répondre aux questions, toujours le fantôme indispensable qui faisait tourner la machinerie. Ils ont supposé que la machine tournait toute seule. Ils ont supposé que le savoir résidait dans le système, plutôt que dans la personne qui l'a architecturé. Ce sont des amateurs. Des amateurs accomplis, riches et diplômés, certes, mais des amateurs tout de même. Ils étaient encore en école préparatoire quand je bâtissais les couches de cryptage qu'ils utilisent aujourd'hui pour me piéger. Ils jouaient au tennis au club quand je concevais les portails dérobés dont ils ignorent jusqu'à l'existence. Ils ont racheté l'hypothèque de ma maison, gelé mes comptes, mis en scène mon renvoi avec un adjudant de gendarmerie, et ils s'imaginent avoir gagné une partie dont ils n'ont pas la culture architecturale pour comprendre les règles. Je me connecte au premier portail dérobé. Les identifiants sont acceptés sans hésitation, un petit carillon de confirmation, cristallin, s'échappe des haut-parleurs de l'ordinateur. Dans cette chambre au sol de linoléum, cela sonne comme la première note d'une symphonie. Mon mince sourire d'initié revient. Il se pose sur mon visage avec l'aisance d'un vêtement bien porté. Je ne vais pas contester l'accusation des 5 millions d'euros. Pas encore. Qu'ils croient au récit qu'ils ont écrit. Qu'ils m'observent dans ma chambre d'hôtel miteuse, mes cartons empilés contre le mur, mon ordinateur ouvert, et qu'ils pensent voir une vieille femme confuse essayant de comprendre ce qui lui arrive. Qu'ils se renforcent. Qu'ils s'installent dans leur confort. Je vais les laisser croire que je me noie. Pendant que je réécris discrètement les règles de l'océan. La personne la plus silencieuse de la pièce ajuste ses lunettes, prend une gorgée de ce café infâme et commence à taper. L'écran vire au rouge. Pas le rouge d'une erreur que je pourrais corriger, pas un problème de syntaxe, pas un fichier corrompu, aucune de ces 100 000 défaillances que j'ai diagnostiquées en 40 ans de carrière. Ce rouge est administratif. Absolu. Les 2 mots au centre de l'écran sont un mur, pas une fenêtre. Compte restreint. Contactez votre administrateur. Ma respiration se bloque. Juste une fois. Je clique sur le bouton d'actualisation, un tic involontaire et inutile, l'équivalent numérique de presser 2 fois le bouton d'un ascenseur et je regarde l'écran se recharger pour afficher le même résultat. Je navigue vers mes comptes personnels. Pas ceux des Beaumont, pas ma pension, mes économies personnelles. Le compte que j'ai ouvert moi-même à 23 ans avec l'argent gagné bien avant d'avoir entendu le nom des Beaumont. 40 ans de dividendes, gérés avec soin, que j'ai fait fructifier patiemment. L'assurance vie d'Adrien, à laquelle je n'ai jamais touché parce que cela me semblait être une diminution, comme si je convertissais mon deuil en une simple transaction. Tout est derrière le même mur. Compte restreint. Ma valeur nette s'affiche sous la forme d'une rangée de tirets grisés. Une bifure. Un effacement bureaucratique exécuté pendant la nuit, alors que j'emballais mes cartons dans le bureau en acajou du domaine. Christophe ne m'a pas seulement licencié, il a coupé mon alimentation en oxygène. Il a compris, ou quelqu'un le lui a soufflé, qu'une femme avec des ressources est une femme capable de se battre. Une femme avec 14 € dans son sac et un portefeuille numérique verrouillé est une femme que l'on gère. Je compte les billets dans mon portefeuille. 2 fois. 14 €. Un billet de 10, 2 pièces de 2. Le chiffre le plus significatif de ma vie, soudainement. La somme totale de ma réalité liquide. Je pose mes mains à plat sur la table de chevet et j'appuie fort,
sentant le stratifié froid contre mes paumes. Je suis une maîtresse des systèmes. J'ai passé ma carrière à comprendre comment le pouvoir institutionnel se déplace, comment l'argent circule, comment l'architecture du contrôle financier est bâtie et maintenue. Et je suis actuellement traité par cette même architecture comme une erreur à purger. Je sais comment cela fonctionne. Ce savoir-là, au moins, ils ne peuvent pas le geler. Je clique sur actualiser une dernière fois, je m'autorise à constater que oui, c'est toujours rouge, puis je ferme le navigateur. L'email arrive 13 minutes plus tard. L'objet est une suite dense de citations juridiques, une série de numéros de dossiers et de références d'articles de loi qui s'annoncent non pour informer, mais pour intimider. C'est conçu pour ressembler à un mur d'expertise qu'aucun profane ne pourrait escalader. L'expéditeur est un cabinet que je connais bien, Holisté, Crane et Associés, le conseil extérieur que les Beaumont retiennent pour les procédures contentieuses depuis 1998. C'est moi qui avais rédigé la lettre de mission originale. La pièce jointe s'ouvre sur 17 pages. Je lis les 4 premières, qui contiennent le fond. Les 13 restantes sont des citations de jurisprudence, la manière qu'ont les avocats de facturer au poids. Le cœur du sujet, la clause de confidentialité et de non-dénigrement que j'ai signée en 1994. Un document qui semblait, à l'époque, une protection raisonnable pour une famille confiant son architecture financière à une seule personne, a été réactivé et transformé en arme. Tout contact avec les médias, des auditeurs externes, des organismes de régulation ou des institutions financières concurrentes déclenchera une clause de dommages et intérêts libératoire. 2 millions d'euros, payables immédiatement. Ils ont construit une cage faite de mes propres signatures. Elles ont 30 ans, et elles tiennent toujours. Je m'appuie contre le dossier de la chaise de l'hôtel, dont l'armature rigide et non rembourrée me mord les vertèbres. Je fixe le plafond, une texture de petite bosse uniforme qu'un entrepreneur a appliquée il y a des décennies, sans doute par optimisme pour cacher quelque chose de pire en dessous. Mon intégrité professionnelle était mon bouclier. La réputation que j'ai maintenue pendant 40 ans, jamais une question, jamais une irrégularité, pas une seule entrée dans le grand livre du doute, était le fossé autour du château. Et Christophe a compris, ou on l'a conseillé, qu'une femme avec un dossier professionnel impeccable a quelque chose à perdre. Il utilise ma propre scrupulosité comme un garrot. Si je parle à qui que ce soit, il pourra prétendre que la clause a été violée et réclamer 2 millions de dommages et intérêts que je ne peux pas payer. Si je reste silencieuse, l'accusation des 5 millions construit son dossier sans contestation. Il a cautérisé ma langue, puis il m'a dit de parler. Je plie le document avec des plis précis et je le pose sur la table de chevet. Mes mains ne tremblent pas. On frappe en milieu de matinée, 3 coups secs, le rythme spécifique des affaires officielles. Je vérifie par l'œilleton avant de répondre. Une femme d'une trentaine d'années, blazer beige sobre sur un chemisier crème, cheveux bruns attachés en une queue de cheval pratique. Porte-document serré contre sa poitrine selon un angle qui hurle, documentation en cours. Le genre de personne qui vient à votre porte en étant persuadée de vous aider. Madeline, je m'appelle Sarah Jenkins. Je travaille pour les services de protection des majeurs. L'air dans la pièce se raréfie. Pas métaphoriquement, je parle au sens physiologique, de cette manière dont le stress peut soudain transformer l'acte simple de respirer en un choix conscient et laborieux. J'ai traité des dossiers de mise sous tutelle dans mes fonctions professionnelles. Je sais à quoi ressemble une requête en vue d'une mesure de protection. Je sais ce que cette visite signifie. J'entr'ouvre la porte. L'odeur de son parfum flotte jusqu'à moi, quelque chose de floral, joyeux et plein de bonnes intentions, et se heurte au citron industriel de l'hôtel d'une manière qui semble résumer toute la situation. Elle est sincère, mais dans la mauvaise direction. On lui a confié un dossier, et le dossier décrit une femme en crise. Elle est venue aider cette femme, mais la femme dont on lui a parlé n'existe pas. Son expression porte la pitié exercée d'une professionnelle qui a appris à projeter la compassion comme un outil de désamorçage. Le regard que l'on pose sur une horloge cassée sympathique, mais sans surprise. On ne s'attend pas à ce que l'horloge vous donne soudainement l'heure. Elle n'est pas là pour me protéger. Elle est là pour cataloguer mon déclin. La famille Beaumont est très inquiète, dit Sarah en entrant dans la pièce sans y être invitée, une petite présomption habituelle que je note sans commentaire. Elle se dirige vers le centre de la pièce comme si elle y était chez elle, posant son porte-documents sur la table de chevet avec l'aisance propriétaire de quelqu'un qui considère cet espace comme un dossier et non comme le domicile de quelqu'un.
Leur inquiétude a été dûment notée, dis-je. Je garde une voix égale, chaque mot placé avec le soin délibéré de quelqu'un qui comprend que tout ce qui est dit ici peut être transcrit. Elle utilise le mot égarement. Un mot doux, clinique, le genre de mot conçu pour paraître bienveillant tout en accomplissant un travail bien plus violent. La famille Beaumont a documenté certains égarements. La requête qu'elle dépose devant moi fait 12 pages, dense, remplie de termes médicaux et de témoignages à l'appui. Déficience cognitive liée à l'âge. Difficulté à gérer des systèmes financiers complexes. Confusion concernant les responsabilités institutionnelles. Les 5 millions d'euros manquants dans les avoirs principaux du domaine ne sont pas décrits, dans les notes de Sarah, comme un vol. Ils sont décrits comme une gestion malencontreuse due à la confusion d'un seigneur. Christophe a été généreux avec moi de la pire manière possible. Il ne m'envoie pas en prison. Il m'envoie dans le brouillard. Il dit au monde que je ne lui ai pas volé d'argent par criminalité, mais par détérioration. Parce que la femme qui a bâti la forteresse financière de sa famille a perdu la capacité de l'entretenir. Parce que je devrais être protégée contre moi-même. Ce détournement de réalité est si violent que je dois lutter pour ne pas plisser les yeux. Une cellule serait résistible. Une cellule a des barreaux, des verrous et la dignité fondamentale d'être accusé d'avoir agi. Ce qu'ils construisent pour moi à la place, c'est un récit d'incompétence douce et inéluctable. Une chambre capitonnée faite de pitié professionnelle et de paperasse juridique. Quel jour sommes-nous, Madeleine? Le stylo de Sarah plane au-dessus du formulaire d'évaluation. Sa voix est patiente, avec l'énonciation soignée de quelqu'un qui s'adresse à une personne qu'il croit avoir des difficultés de compréhension. Pouvez-vous me donner la date d'aujourd'hui? Et qui est le président de la République? Je la regarde pendant un long moment. J'ai envie, avec une clarté qui me surprend, de lui donner la décomposition en facteur premier du numéro de dossier imprimé en haut de son porte-document. J'ai envie de lui réciter les 10 dernières années de déclaration fiscale des Beaumont, pas les versions propres, les vraies, avec les numéros de routage offshore, les calendriers d'amortissement créatif et les empreintes numériques spécifiques d'une famille qui sous-évalue systématiquement ses gains en capital depuis 2009. J'ai envie de la regarder noter tout cela. Au lieu de cela, je respire. J'écrase mes mains sur mes cuisses, pressant cette impulsion contre le dessus de lit en polyester jusqu'à ce que je la sente se dissiper en quelque chose de gérable. Nous sommes mardi, dis-je d'un ton clinique et monocorde. Le 17 février. Je marque une pause d'un temps. Le président est celui qu'il est. Sarah écrit quelque chose. Je ne laisse pas mes yeux suivre son stylo. Chaque mot, chaque pause, chaque micro-expression est une variable dans l'équation qu'ils construisent. Si je montre de la colère, le dossier reflètera un dérèglement émotionnel. Si je suis neutre, il notera un retrait affectif. Si j'utilise un langage technique, cela deviendra une idée persévérante autour de l'identité professionnelle. Cette évaluation est un piège fondé sur l'observation, et la conclusion est déjà écrite. Je joue en défense dans une partie où le système de comptage des points a été conçu pour s'assurer que je ne puisse pas gagner. Je reste immobile, et je ne laisse rien paraître. La porte s'ouvre d'un coup, sans que personne n'ait frappé. L'adjudant Mercier s'appuie contre le chambranle avec l'autorité désinvolte d'un homme qui n'a jamais eu à demander la permission. Il porte toujours ses lunettes de soleil à l'intérieur, un choix délibéré, une façon de regarder sans être vu. Et elle reflète ma chambre d'hôtel exiguë en miniature. Les cartons contre le mur, l'ordinateur ouvert, la femme immobile assise sur le lit, les mains sur les genoux. Tout va bien ici, Sarah? Demande-t-il. Sa voix a le ton chaleureux et détendu d'un collègue qui prend des nouvelles, comme s'il ignorait sa présence, comme s'il s'agissait d'une coïncidence. La coordination est parfaite. Elle apporte le diagnostic, lui apporte le poids. L'une remplit la paperasse qui établit mon incompétence. L'autre se tient sur le seuil, arborant son insigne pour s'assurer que je comprenne bien les dimensions physiques de ma situation. Il me regarde par-dessus ses lunettes. Son sourire narquois est l'expression spécifique d'un homme qui sait exactement combien il reste dans mon sac à main et qui trouve cette connaissance satisfaisante. Simple visite de courtoisie, dit-il, bien que ses bottes laissent déjà des traces de boue sur le linoléum. Des marques délibérées, je suppose, une notation territoriale. J'étais ici. C'est à moi maintenant. Je regarde les traces de boue. Je regarde ses bottes. Je classe cela dans un coin de ma tête.
Je vais devoir prendre ça, Madeleine. Il tend la main vers l'ordinateur avant même d'avoir fini sa phrase. Je bouge, un mouvement réflexe, instinctif, l'impulsion de l'architecte protégeant ses plans, mais il est plus rapide. Sa main se referme sur mon poignet, sans violence excessive mais avec une précision qui communique la possibilité de la violence. Une pression juste en dessous du seuil de l'ecchymose, un message délivré en unité de pression calibrée. C'est pour votre propre sécurité. Sa voix est chaleureuse, presque solliciteuse. Nous devons vérifier si vous avez été la cible d'arnaques sur Internet. Des virements très erratiques ont été effectués depuis des comptes associés à votre nom. Il tire l'ordinateur vers lui de sa main libre. On voit ça souvent avec les seniors. Ces escrocs sont sophistiqués. Le cordon d'alimentation se débranche du mur d'un coup sec et violent. L'écran s'éteint. Le froid spécifique de cet instant, la lumière bleue qui s'évanouit, le ronronnement du ventilateur qui s'arrête, l'absence soudaine de l'unique interface entre moi et l'architecture que j'ai bâtie, me traverse la poitrine comme une ablation chirurgicale. L'architecte perd ses plans. Pas le savoir est dans mon esprit, distribué à travers 4 décennies de souvenirs qu'aucun gendarme ne peut saisir. Mais l'outil. Les mains. Il glisse mon ordinateur sous son bras. Il le fait sans me regarder. Il ne s'arrête pas là. D'un revers de main désinvolte, le geste d'un homme débarrassant les reliefs d'un repas, merci envoie valser les 3 cartons du plateau de la table. Le son est mauvais. Le carton qui se déchire, le contenu qui s'éparpille, le bruit mou du vieux cuir glissant sur le linoléum. Les boîtes basculent et déversent leur contenu sur le sol dans un rayon qui s'élargit lentement. La montre en argent qui tournoie, le carnet en cuir qui s'ouvre brusquement, les dossiers beiges qui s'éventèlent dans le désordre. Et les journaux d'Adrien, les archives reliées en cuir d'une vie, d'un mariage, d'un amour exprimé par sa petite écriture soignée à travers 30 ans de pages, glissent sur le sol vers la salle de bain, s'ouvrant violemment, leurs reliures exposées. Le désordre est un risque d'incendie, dit Mercier d'un ton de conversation. Il déplace son poids, et sa botte s'écrase sur une photographie qui s'est échappée des pages d'un journal. Adrien a 45 ans, debout dans le jardin d'une maison qui ne nous appartient plus, plissant les yeux sous la lumière de l'été. Mon masque professionnel se fissure. Pas totalement. Pas d'une manière qu'une caméra pourrait documenter. Mais une brusque inspiration quitte mes poumons avant que je ne puisse l'intercepter, un petit son involontaire, une fraction de seconde, une brèche. Mercier le voit. La qualité de son sourire change. Il ne cherchait rien, je le comprends avec une clarté parfaite. Il ne cherchait ni preuve, ni contrebande, ni aucun objet légitime. Il cherchait cela. Ce son. Ce tressaillement. La confirmation qu'il y a une personne à l'intérieur du masque professionnel, et que cette personne peut être blessée. Il l'a trouvé. J'ai le fait qu'il l'ait trouvé. La porte se ferme. Le loquet s'enclenche. Les empreintes de bottes boueuses demeurent. Je reste assise dans le silence pendant longtemps. Le genre de silence qui a un poids et une température, froid, lourd, s'installant dans la pièce comme quelque chose qui a l'intention de rester. L'autoroute bourdonne à l'extérieur, indifférente. Le néon de la salle de bain grésille avec sa petite insignifiance persistante. Je suis une femme de 60 ans dans une chambre d'hôtel qui coûte moins cher par nuit que le budget floral quotidien du domaine des Beaumont. Je n'ai plus d'ordinateur fonctionnel. Je n'ai plus de statut institutionnel. J'ai une assistante sociale qui monte un dossier sur mon déclin cognitif et un adjoint avec mon ordinateur sous le bras qui a piétiné une photo de mon mari en souriant quand j'ai tressailli. La réalisation s'installe dans ma moelle avec une certitude froide et rythmique que je reconnais comme la sensation spécifique de comprendre sa situation sans plus aucun filtre de déni. Je suis traqué. Pas enquêté. Pas licencié. Traqué. La famille que j'ai passé 40 ans à protéger des contrôles réglementaires, des mauvais investissements, de leur propre imprudence financière, la famille que j'ai traitée comme l'œuvre de ma vie, a retourné toute la machinerie de son influence institutionnelle contre moi. Et la loi n'est pas un arbitre dans cette affaire. La loi est le prédateur. Je reste avec cette pensée. Je laisse tout son poids m'envahir. Puis je commence à réfléchir. L'enveloppe apparaît 1 heure plus tard, pas de coup à la porte, pas d'annonce, simplement le son du papier épais glissant sous la porte. Je regarde la scène depuis le lit, le rectangle blanc émergeant petit à petit de l'interstice entre la porte et le linoléum, parcourant environ 60 cm avant de s'arrêter. Je ne me précipite pas pour la ramasser.
À l'intérieur, une mise en demeure formelle sur papier à en-tête du cabinet Holisté, Crâne et Associés, 2 pages, précise et complète. Un prêt personnel de 200 000 €, contracté il y a 5 ans par un acte portant ma signature. Je pose le document à plat sur le lit et je regarde mon nom au bas de la première page. C'est ma signature. Les boucles du M, la façon dont le B de Beaumont s'incline légèrement vers la droite, le fluier des lettres, c'est exact, de la manière dont une contrefaçon réalisée à partir de l'étude de douzaines d'échantillons originaux est exacte. J'ai signé des dizaines de milliers de documents. Quelqu'un ayant accès à ces documents et suffisamment de patience a assemblé ceci. La signature a été récoltée, très probablement, sur une banale carte de vœux ou une simple lettre de recommandation, quelque chose que j'ai signé sans le formalisme qui produit un contrôle juridique. Il y a 5 ans, j'aurais contracté un prêt personnel de 200 000 € auprès du domaine des Beaumont. Je n'ai jamais contracté un prêt personnel de 200 000 € auprès du domaine des Beaumont. Je trace les boucles forgées du bout du doigt, lentement, de la même manière que mon père traçait autrefois les rouages d'un mécanisme d'horlogerie qu'il m'apprenait à comprendre. Regardant la structure, sentant comment elle a été faite, ils ne se contentent pas de prendre mon avenir. Ils éditent mon passé, remplaçant le compte rendu réel de 40 ans de service scrupuleux par une histoire fabriquée de dépendance et de mauvaise gestion. Et parce que le document existe, que la signature est passable, et que je fais déjà l'objet d'une procédure de protection pour déclin cognitif, le récit s'auto-alimente. Bien sûr qu'elle a emprunté de l'argent qu'elle ne peut pas justifier. Bien sûr qu'elle ne peut pas l'expliquer clairement. Pauvre Madeleine. Elle a des problèmes depuis des années. Paiement intégral exigé sous 24 heures. La ligne en gras trône au centre de la page comme un détonateur. Je lis la clause d'exécution. Le défaut de paiement déclenchera la saisie immédiate de tous les actifs personnels restants, y compris le contenu du pavillon, ce qui signifie les affaires d'Adrien, les derniers objets physiques de notre vie commune, et toute propriété intellectuelle développée pendant mon emploi, une clause assez large pour englober, si elle est interprétée agressivement, presque tout ce que je sais. Liquidation totale. Pas de mes finances, de moi. Il tente de réduire les 60 ans de Madeleine à un instrument de dette, une responsabilité juridique, un dossier. De dépouiller le compte-rendu d'une vie pour n'en faire qu'un seul document gérable qui dit « Elle a coûté plus qu'elle n'a contribué, et nous voulons récupérer notre argent. » 24 heures. La machine judiciaire finira de me broyer en poussière dans 24 heures, à moins que je ne trouve un allié ou un miracle. Mon esprit, qui maintenait sa forteresse de logique à travers tous les écrans rouges, la clause de confidentialité, les questions de l'évaluation, la disparition de l'ordinateur, la botte de Mercier sur la photo d'Adrien commence, pour la première fois, à vrombir de ce que je reconnais comme du désespoir. Pas de la panique. Je n'ai pas autorisé la panique. Mais l'énergie contrôlée et sous pression d'une personne qui comprend que la fenêtre de tir est mesurable et qu'elle est en train de se refermer. J'ai besoin d'un levier. J'ai besoin d'une personne qui ne soit pas à l'intérieur des murs que les Beaumont ont construits autour de moi. Le soleil plonge derrière le viaduc de l'autoroute, emportant avec lui les dernières lueurs du jour. La chambre d'hôtel se remplit de ce gris particulier propre au crépuscule du début de février, une lumière qui n'est pas encore l'obscurité, mais qui a déjà renoncé à être chaleureuse. Les ombres s'étirent sur le sol en de longues formes distordues. Je les regarde ramper sur le linoléum avec la patience lente d'une femme qui n'a plus rien d'autre à faire que réfléchir. Ils ont pris ma maison. Ils ont gelé mon argent. Ils ont saisi mon ordinateur, éparpillé mes cartons et établi un cadre juridique où ma propre voix sert de preuve à mon instabilité. Ils ont un adjoint, une assistante sociale, 2 avocats et une signature forgée. Ils disposent de l'appareil institutionnel d'une famille qui a passé 3 générations à apprendre comment utiliser les rouages administratifs des Hauts-de-Seine à ses propres fins. Ils pensent avoir gagné parce que je suis assise dans le noir. Je lève la main et referme mes doigts sur le pendentif. L'étain est froid au début, il est resté loin de ma peau pendant que je réfléchissais, puis il se réchauffe rapidement contre ma paume, le métal me restituant ma propre chaleur corporelle dans un échange lent et stabilisateur. Le jeton d'authentification matérielle à l'intérieur. La clé d'accès à un système dont ils ont oublié l'existence. La partie n'est pas finie. Elle a simplement changé de format. Et j'ai passé 40 ans à bâtir l'architecture du coup suivant. La cabine téléphonique se trouve à l'extrémité de la coursive extérieure de l'hôtel,
fixée au mur de parpaing entre la machine à glaçons et une porte qui ne s'est pas ouverte depuis mon arrivée. Elle sent la laine rance, le métal froid et le résidu accumulé de 10 000 conversations désespérées. Je n'ai pas utilisé de cabine publique depuis 15 ans. Je ne pensais pas en avoir encore besoin. Je la nourris de pièces de monnaie, mes dernières, repêchées au fond de la poche de mon manteau où elles traînaient depuis un parc-mètre en octobre. Mes doigts tremblent, ce que je note avec l'intérêt clinique et détaché de quelqu'un observant le dysfonctionnement d'un composant système. Ce tremblement, c'est l'adrénaline, le froid et la réponse physiologique spécifique à 48 heures de menace constante. Ce n'est pas de la peur au sens où Christophe l'entendrait. C'est le corps qui procède à des ajustements. Je compose un numéro que je garde en mémoire depuis 20 ans. Écrit nulle part. Stocké dans aucun appareil. Simplement maintenu dans l'architecture de mon esprit comme un disjoncteur que j'espérais ne jamais avoir à actionner. Maître Arthur Lenoir décroche à la 4e sonnerie. Madeline. Sa voix est sèche et cassante, comme celle d'un homme qui a passé sa carrière à manipuler des documents plutôt que des humains. Une voix de parchemin, prudente, la voix de quelqu'un qui a appris que l'information est moins dangereuse que l'émotion. Vous ne devriez pas appeler sur cette ligne. Ils sont en train de m'effacer, Arthur. Je garde une voix égale. Pas de supplication. Pas de tremblement. J'ai besoin des fondations. Le silence qui suit est rempli de fritures, du bruit de l'autoroute et du son lointain d'un camion qui rétrograde sur le viaduc. Je compte les secondes. Je le laisse décider sans pression, car la pression sur Arthur Lenoir produit toujours les mauvais résultats. Arthur a besoin de sentir que c'est lui qui choisit. Minuit, dit-il enfin. Sa voix tombe à un murmure à peine audible. À la brasserie, le terminus. La ligne est coupée. Je tiens le combiné un instant de plus, puis je le repose soigneusement sur son socle. J'ai 2 heures. Je retourne dans ma chambre, m'assois dans le noir et je réfléchis. La brasserie, le terminus, est une île de néon fluorescent au milieu de la zone commerciale de la Nationale. Des vitres lumineuses, des comptoirs en formica et cette gaieté agressive spécifique aux endroits qui tournent 24 heures sur 24 parce que la nuit a sa propre clientèle. Je m'assois sur la banquette du coin, la plus éloignée de la porte, mon manteau de laine boutonné jusqu'au menton, et je regarde la pluie de février transformer la vitre en une abstraction grise et ruisselante. J'ai commandé un café noir. Il est arrivé brûlant, sans cérémonie, et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis 2 jours. Le noir entre à minuit 7, ce qui m'indique qu'il a d'abord fait le tour du parking, vérifiant les véhicules, évaluant les issues, faisant ce calcul nerveux propre aux hommes qui ont passé leur carrière dans l'ombre de familles puissantes et qui ont développé, par conséquent, des instincts de proie. Il a une 60aine d'années, les cheveux argentés, porte un pardessus sombre qui coûte plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, et il se déplace avec cette anxiété comprimée de celui qui s'attend à être observé. Il glisse sur la banquette en face de moi sans un salut. Pose sa mallette à côté de lui. Ses yeux scrutent les fenêtres, la porte, le comptoir, puis reviennent vers moi dans un circuit rapide qu'il croit discret mais qui ne l'est pas. Arthur, dis-je. Il plonge la main dans sa poche de poitrine et en sort une serviette en papier, la pose sur la table entre nous et la fait glisser vers moi avec le geste minimaliste et prudent d'un homme menant une transaction dont il ne veut aucun témoin. Sur la serviette, au crayon pâle, la pression de quelqu'un écrivant le plus légèrement possible, comme si la serviette elle-même pouvait témoigner, se trouve une suite de caractères alphanumériques. 16 chiffres, un trait d'union, 8 autres. Le compte Larkspur Alpha, dit-il, couvrant à peine le ronronnement des unités de réfrigération de la brasserie. C'est le coffre-fort qu'ils n'ont jamais déclaré au fisc. Le principal dépôt offshore. Si vous pouvez y accéder et documenter ce qu'il contient, vous aurez votre preuve. Je ramasse la serviette et regarde les chiffres. Mon esprit se met au travail. Pourquoi m'aider maintenant, Arthur? Je pose la question sans accusation. Une question directe, comme j'en ai posé pendant 40 ans, pas pour blesser, mais pour comprendre, car la compréhension est toujours le premier impératif d'une riposte efficace. Je veux connaître l'architecture réelle de sa motivation, pas sa présentation de surface. Il détourne le regard. À travers la vitre brouillée par la pluie, il fixe le parking désert, ce point à mi-distance où les gens regardent lorsqu'ils examinent quelque chose d'interne qu'ils préféreraient garder pour eux. La honte sur son visage n'est pas jouée. J'ai passé 40 ans à lire les visages et il est sincèrement honteux,
ce qui est notable, utile et contre toute attente, presque humain. Parce que j'ai aidé à construire la cage, finit-il par dire. Sa voix a le poids plat d'un homme lisant une sentence qu'il a écrite lui-même et qu'il évitait d'affronter. J'ai structuré la clause de confidentialité. J'ai conseillé la procédure pour la mise sous tutelle. Il s'arrête. Recommence. Je ne pensais pas qu'il vous mettrait vraiment dedans. Il croyait, je le comprends, que c'était des instruments de dissuasion. Des menaces juridiques destinées à garantir mon silence et mon départ, pas à être activées. Il pensait aider la famille à gérer une séparation difficile avec une employée de longue date. Il n'imaginait pas qu'ils avaient l'intention d'utiliser l'échafaudage qu'il avait construit pour procéder à une exécution. Il a été naïf concernant les Beaumont de cette manière spécifique dont les gens intelligents le sont parfois vis-à-vis de ceux qu'ils servent depuis trop longtemps. Il comprenait leur schéma, mais refusait d'en extrapoler la conclusion logique. Il part sans dire au revoir. Son ombre traverse la vitre et se dissout dans la pluie. Je reste là avec la serviette. Le café noir est la première véritable piste que j'ai depuis qu'un dossier beige a frappé un bureau d'acajou et bouleversé les coordonnées de ma vie. La glace qui s'était installée dans ma poitrine depuis cet instant. Un poids froid et comprimé que je contournais sans l'admettre bouge. Très légèrement. Un dégel. J'ai une destination. J'ai un fil. J'ai, pour la première fois en 48 heures, quelque chose vers quoi avancer, plutôt que quelque chose à fuir. La bibliothèque municipale ouvre à 9 heures. J'y suis à 8h57, sous le vent, le col de mon manteau relevé, regardant la pluie creuser de petits cratères dans les flaques de l'allée. La bibliothécaire, une femme d'une cinquantaine d'années avec des lunettes de lecture retenues par une chaîne et l'efficacité tranquille de celle qui organise l'information depuis des décennies, déverrouille la porte sans me saluer particulièrement, ce qui est exactement ce dont j'ai besoin. La bibliothèque sent le vieux papier, les manteaux de laine humide et ce silence institutionnel particulier qui me semble, dans les circonstances présentes, être l'environnement le plus sûr auquel j'ai accès. Il me reste 9 euros. Assez pour un taxi aller simple vers l'hôtel et une bouteille d'eau au distributeur du hall. Pas assez pour quoi que ce soit ayant une valeur stratégique réelle, ce qui signifie que ce terminal, cet ordinateur public démodé au fond de la section de référence, choisi pour sa distance par rapport au regard de la bibliothécaire, constitue l'intégralité de mon infrastructure disponible. Je m'assois. La chaise est en plastique, le clavier a cette légère viscosité sur certaines touches que je note et décide immédiatement d'ignorer, et le moniteur est assez vieux pour grésiller faiblement lorsqu'il chauffe. La connexion se fait sur un réseau public, non sécurisé, surveillé par le serveur de la bibliothèque via un pare-feu conçu pour empêcher les usagers d'accéder à certaines catégories de contenus, un pare-feu installé, à en juger par son architecture, aux alentours de 2009. Mes mains sont stables. Le tremblement de la cabine téléphonique a disparu. L'architecte est de retour, installé derrière la console, évaluant les outils disponibles avec le calme focalisé de celui qui a déjà opéré dans des conditions adverses et sait que les conditions importent peu, seule la logique compte. Je n'ai pas besoin de mon ordinateur portable crypté haut de gamme. J'ai besoin du jeton et du silence, et j'ai les deux. Je sors le pendentif en éteint dessous mon chemisier et le tiens dans ma paume un instant, le métal est chaud, son poids familier et rassurant. Puis j'en dévisse la base. Le moulage se sépare proprement en deux moitiés. La coque extérieure est exactement ce qu'elle semble être. De l'étain, brut, décoratif, tout à fait oubliable. Le cœur interne est une interface USB-C abritant une puce d'authentification matérielle, un code cryptographique tournant de qualité militaire, le genre de jeton physique que les institutions financières utilisent pour leurs protocoles d'accès les plus sensibles. Je le branche sur le port du terminal. L'ordinateur de la bibliothèque gémit. Le processeur est ancien, il peine sous la charge de la double authentification cryptographique, mais il finit par céder. Mes doigts courent sur les touches collantes, sans hésitation, sans cette lenteur tâtonnante propre aux débutants. Ils bougent avec la fluidité et la mémoire musculaire d'une femme qui a tapé ce genre de séquence 10 000 fois en 40 ans. Je ne navigue pas. Je creuse un tunnel. Le pare-feu de la bibliothèque est conçu pour une certaine catégorie de menaces. Un usager essayant d'accéder à du contenu bloqué, un adolescent s'ennuyant et cherchant des failles. Il n'est pas conçu pour une femme qui a passé 3 ans, au début des années 1990, à construire des accès dérobés dans l'architecture d'un serveur hérité, et qui se souvient encore de chacun d'eux dans les moindres détails. Ces chemins fantômes n'ont jamais été découverts,
car ils ont été bâtis pour être invisibles aux logiciels de sécurité modernes, non pas parce que les scanners les ont ratés, mais parce qu'ils existent dans une couche de protocole que les scanners ne savent même pas explorer. On ne peut pas détecter ce que l'on n'a pas le cadre conceptuel de reconnaître. Je pénètre dans le premier couloir hérité. L'écran vacille une fois. Accès autorisé. Les mots apparaissent dans une police verte clignotante, le langage visuel spécifique de l'ancien système, une interface prémoderne, un écran qui semble tout droit sorti de 1994 et qui, d'une certaine manière, appartient toujours à cette époque. Je suis à l'intérieur de l'architecture originale, au-delà de la migration cloud, au-delà de la pile de sécurité moderne, dans les fondations même de la structure. Le compte Larkspur Alpha s'ouvre devant moi. Même maintenant, même dans ces circonstances, j'éprouve un instant d'appréciation professionnelle involontaire. La structure est élégante, je l'ai voulue élégante, une cathédrale numérique de sous-dossiers et de répertoires imbriqués, l'architecture financière accumulée de 3 décennies d'argent, des Beaumont circulant par des canaux conçus pour être invisibles aux yeux des régulateurs. Les distributions cachées. Les classifications offshore. Les structures d'amortissement créatif que le père de Christophe avait commencé à bâtir dans les années 80 et que j'ai maintenues, documentées, sans jamais les signaler, parce qu'il y a 40 ans, j'avais signé un document et je m'étais dit que la loyauté était ma seule intégrité. Je vois la preuve. Tout ce dont j'ai besoin pour blanchir mon nom est ici, les eurodatages réels, les points d'origine réels, les empreintes digitales de ce que Christophe a fait avec mes codes de dérogation un mardi matin. Quelque chose se libère dans ma poitrine. Un verrou qui était fermé depuis que le dossier beige avait frappé l'acajou. Mon cœur bat à un rythme qui, pour la première fois depuis des jours, ressemble à un début de triomphe. Je m'apprête à lancer le protocole de documentation. Et là, les chiffres commencent à bouger. Un bandeau déroulant apparaît au bas de l'écran, une fonction que j'avais intégrée à l'architecture héritée comme notification de surveillance en temps réel, conçue pour alerter l'administrateur principal de toute activité significative sur le compte. Je l'ai construite. Je la reconnais. Et ce qu'elle me montre fige mes mains au-dessus du clavier comme une force physique. Des transferts entrants. En rafale, séquentiels, chacun plus important que le précédent. 500,000 euros. Une pause de 3 secondes. 1 million euros. Une autre pause. Puis, selon des incréments qui s'accélèrent, 750 000, 1 250 000, 1 500 000, grimpant avec la rigueur mécanique d'un script automatisé. Le compteur s'arrête à 5 millions. Le chiffre exact. Le montant précis de l'accusation figurant dans le dossier de Christophe. 5 millions d'euros, arrivant sur le compte Larkspur Alpha en temps réel, traité par une série de sociétés écrans offshore selon une séquence de mixage cryptographique. Un protocole de blanchiment qui fragmente les fonds à travers suffisamment de comptes intermédiaires pour rendre le point d'origine intraçable. Le point d'origine des transferts s'affiche dans le champ d'en-tête de chaque transaction. C'est ma signature numérique cryptée. Mon sang ne se glace pas. Il se passe quelque chose de plus spécifique et de plus terrible. Il cesse simplement de me sembler mien. La sensation de dissociation qui suit est brève, une fraction de seconde où la pièce devient irréelle. Puis je reviens à moi, pleinement présente, regardant l'abîme dans lequel je viens de basculer. Ils ne me cachaient pas l'argent. Ils attendaient que je le trouve. La notification apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran, et la précision de son libellé me confirme que cela aussi avait été préparé à l'avance. Un piège programmé pour se déclencher à l'instant précis de mon authentification. Signature électronique vérifiée. Madeleine Beaumont confirme le transfert. Un son sec s'échappe de mes poumons. Pas un sanglot, pas tout à fait l'architecture d'un sanglot, son précurseur physique, l'inspiration brusque et la compression de la poitrine. Ce moment qui précède le cri mais ne devient jamais un cri. Je ne pleure pas. Je ne peux pas me permettre de pleurer devant un terminal de bibliothèque publique à 9h30 du matin. Je fixe le message de confirmation. Je regarde l'eurodatage, 9h27, date du jour. Je regarde les totaux des transferts. Je regarde les adresses des portefeuilles de destination, un protocole de mixage irréversible. Les fonds se fragmentant déjà à travers des comptes intermédiaires en des arrangements que même un expert comptable judiciaire mettrait des mois à retracer. En me connectant avec mon jeton matériel, j'ai authentifié l'opération. En m'authentifiant, j'ai, dans le langage du registre numérique, dans la langue que le fisc et les procureurs liront, confirmé le transfert.
Je n'ai pas trouvé de bouclier. J'ai trouvé le peloton d'exécution et je lui ai tendu ma propre déclaration de culpabilité, signée de mon nom complet. Les miettes de pain numérique mènent du compte Larkspur-Alpha directement à cette bibliothèque, ce terminal, cette adresse IP, cet instant précis. Une ligne droite, propre, sans ambiguïté. Je reste assise sur cette chaise en plastique et je respire. Le génie de la manœuvre est proprement écœurant. Christophe savait que je ne pourrais pas résister à une piste logique. Il sait comment je pense, il m'a observé pendant 20 ans, et il a compris qu'une femme qui traite la réalité à travers les systèmes et l'élégance de la cause à effet serait incapable de recevoir une information spécifique et actionnable sans agir. Il me l'a servi via le noir, sachant que j'aurais plus confiance en la honte d'Arthur qu'en un tuyau anonyme. Il savait que j'utiliserais le jeton, parce que c'est le seul outil qu'il me reste et qu'une personne acculée utilise toujours son dernier outil. Il s'est servi de ma maîtrise professionnelle, cette capacité même sur laquelle ils se sont reposés pendant 40 ans pour faire de moi l'acteur principal de son crime. Le registre ne montre plus Christophe utilisant mes identifiants pour déplacer 5 millions. Le registre me montre, moi, confirmant personnellement le transfert depuis un ordinateur public à 9h27. Pour le fisc, je suis une ex-employée aigrie qui a passé ses derniers jours de liberté à achever l'opération de détournement qu'elle menait depuis des années. Pour Mercier, je suis une seigneur confuse qui a paniqué. Pour un jury, je serai soit une criminelle, soit une incapable. Et les deux options mènent au même endroit. Les néons au-dessus de moi grésillent. La pièce semble subir une subtile distorsion géographique, elle ne tourne pas vraiment, mais acquiert une légère anomalie, comme une chambre familière qui change d'aspect quand on est resté éveillé trop longtemps et que la perception vacille. Je m'agrippe au bord de la tablette du clavier pour que la sensation physique du stratifié me serve d'encre. Je m'adosse à la chaise en plastique jusqu'à ce que ma tête touche la paroi de séparation. Les rangées de livres sur les étagères, leurs reliures alignées selon le système patient de la bibliothécaire, se brouillent en une masse grise et indistincte alors que mes yeux perdent le focus. Les petits bruits de la bibliothèque continuent autour de moi. Le craquement du bâtiment sous le vent, le son lointain d'un enfant au rayon jeunesse, le ronronnement de la climatisation. J'ai 60 ans. Je suis assise dans une bibliothèque publique avec 9 € en poche, sans ordinateur, sans foyer, avec une mise en demeure dans ma poche et une confirmation de crime toute fraîche sur l'écran devant moi. Je suis la personne la plus qualifiée de tout le pays pour comprendre exactement ce que l'on vient de me faire, et cette compréhension n'a rien empêché du tout. Cette fois, le masque professionnel ne se fissure pas. Il vole en éclats. Pas extérieurement, rien de visible pour la bibliothécaire ou le vieil homme qui lit le journal 3 tables plus loin. Mais intérieurement, dans l'architecture privée de mon identité, quelque chose s'effondre. La structure que je maintenais, cette forteresse de détachement clinique, cette certitude que ma compétence suffirait, cette fierté qui me disait que je pouvais être plus fine qu'eux, s'écroule pour laisser place à quelque chose de bien plus petit et de plus honnête. Je me suis jeté moi-même dans la gueule du loup. Mon ego, ma fierté pour ce système que j'ai bâti, ma foi absolue en ma capacité d'analyse. Christophe a étudié ces traits pendant 20 ans et il a conçu ce piège spécifiquement pour eux. Et j'y suis entré la tête haute, mon jeton d'authentification à la main, avec la certitude de l'architecte qui récupère enfin ses plans. Je me sens petite. VA. Profondément stupide. De cette bêtise pire que la bêtise ordinaire car elle est infligée par la faculté que vous pensiez être votre force. La stratégie de sortie, si je la cartographie honnêtement, est inexistante. Si je contacte les autorités maintenant, si je vais au bureau de la bibliothécaire, demande le téléphone et appelle la brigade financière avec mes 40 ans de savoir et mon jeton matériel. Je ne suis qu'une suspecte avec une signature numérique toute fraîche sur un transfert de 5 millions d'euros. Je ne suis pas un lanceur d'alerte. Je suis une coupable qui passe aux aveux. Si je quitte ce terminal pour retourner à l'hôtel, Mercier saura d'où vient cette authentification. La bibliothèque n'est qu'à 5 kilomètres de ma chambre. Il fera le lien en moins d'1 heure, et mon arrestation s'appuiera sur ce transfert confirmé comme pièce maîtresse de l'accusation. La mise en demeure de 200 000 € est toujours dans la poche de mon manteau. Même si je m'enfuyais, si je disparaissais avec mes 9 €, sans carte bancaire, avec pour seul bagage les journaux d'Adrien, je n'ai plus de pavillon où me réfugier. Plus de compte où puiser. Plus aucun statut social. Le curseur clignote à l'écran, imposant son rythme régulier et métronomique. Il attend.
Patient de cette manière propre aux machines, c'est-à-dire sans aucun rapport avec le concept même de patience, il maintient simplement son état jusqu'à la prochaine commande. Il ne comprend pas ce qu'il vient de faire. Il a confirmé une authentification et il attend la suite. Il ignore que la personne assise sur cette chaise vient de toucher le fond de l'océan et sent la pression écraser ses poumons. Je fixe le curseur. Ierispire. Je ferme les yeux. Je retrace chaque étape du transfert dans mon esprit. Non pas avec émotion, mais avec cette rigueur analytique que j'appliquerai à n'importe quel audit, remontant le fil de chaque transaction jusqu'à sa source. Christophe. Laurent. Elodie. Je connais ces gens. Je les connais depuis 20 ans, ce qui signifie que je connais leur capacité aussi précisément que leur signature. Christophe est un narcissique qui opère par l'intimidation, des méthodes brutes déguisées en sophistication, la pensée stratégique de quelqu'un qui n'a jamais eu à exécuter quoi que ce soit par lui-même. Laurent est exactement ce que Christophe dit de lui. Un instrument contondant, physique, direct, sans aucun goût pour l'élégance. Elodie est une mondaine, experte en apparence et en gestion d'image, mais sans aucune profondeur technique. Ce sont des amateurs. Des amateurs riches, puissants et connectés, mais des amateurs. Ils ont sous-traité ce travail, ou ils l'ont copié, assemblé à partir de composants qu'ils ne comprenaient pas totalement. Et ceux qui bâtissent des systèmes sans en maîtriser les rouages laissent toujours une faille, une erreur spécifique dans la couture entre les éléments. J'ouvre les yeux et je regarde l'écran. Le protocole de mixage cryptographique qu'ils ont utilisé est moderne. Une architecture de dernière génération, devenue la norme dans les opérations offshore vers 2019. Je la reconnais. Elle est conçue pour s'interfacer avec les infrastructures de blockchain actuelles en utilisant un système de classification spécifique. Ils ont classé ces distributions sortantes en plus-value mobilière. C'est le taux actuel, le traitement fiscal moderne qui a du sens dans la nouvelle architecture, celle que leurs comptables utilisent aujourd'hui, celle qui génère la charge fiscale la plus faible selon les barèmes en vigueur à Bercy. Mais pour me piéger, ils ont dû passer par l'architecture héritée de 2014. Ils ont utilisé l'ancien système, le mien, parce qu'il porte mes identifiants d'authentification, mes empreintes numériques, la trace probante qui fait de moi l'auteur du transfert. Pour me cadrer dans l'ancien système, ils ont dû traiter l'argent via les protocoles de l'époque. Mais ils ont appliqué les classifications du cadre moderne, parce que c'est tout ce que leurs experts actuels savent faire. 2 systèmes. 2 époques. Une seule transaction. La couture. Je me penche en avant. Mon regard est acéré, totalement focalisé, le gris de mes yeux s'éclaircissant sous l'effet de ce qui est presque, pas tout à fait, mais presque la sensation électrique d'une solution émergeant de l'impossible. Ils ont commis une erreur. Une erreur arrogante et négligée, née de cette certitude qui rend les héritiers fortunés si dangereux pour eux-mêmes. La conviction que celui qui exécute le travail technique n'a pas besoin de comprendre ce qu'il fait, tant que c'est fait. Ils ont essayé d'être modernes dans un monde ancien. Et ce faisant, ils ont laissé un fil dépasser. Et je vois exactement où il mène. Je n'annule pas le transfert. Je reste avec cette décision pendant exactement 4 secondes. Le temps de confirmer qu'il s'agit d'un choix et non d'une paralysie. Puis je laisse les 5 millions poursuivre leur voyage automatisé à travers le protocole de mixage, sans interférence. La séquence s'exécute. Le compteur se termine. Le registre numérique indique que le transfert a été autorisé, confirmé et exécuté sous mes identifiants. Bien. Qu'il en soit ainsi. Que le registre soit exactement ce que Christophe a voulu qu'il soit. Car Christophe a bâti ce piège sur une seule hypothèse. Que je verrai la notification de confirmation et que je m'avouerai vaincu. Que je verrai les mots signature électronique vérifiés. Que je sentirai les murs se refermer. Et que je choisirai de fuir ou de m'effondrer. Dans les 2 cas, je serai fini. Il pense comme un homme qui a toujours utilisé les systèmes sans jamais les comprendre. Il pense comme quelqu'un qui sait manier une arme sans savoir comment elle a été forgée. Mes doigts commencent à bouger. Pas pour défaire. Pas pour bloquer ou dissimuler. J'épouse le mouvement comme un architecte système s'appuierait sur un défaut structurel, non pas en résistant, mais en suivant la logique de la faiblesse jusqu'à son terme. Christophe pense s'être servi de moi pour blanchir 5 millions d'euros. Ce qu'il a fait, en réalité, c'est me donner un accès authentifié à l'intégralité de l'architecture du Trust Beaumont. Car les identifiants qui ont confirmé son transfert sont toujours actifs dans cette session,
Et la session est toujours ouverte. L'ancien système ne se déconnecte pas avant 45 minutes. Il est en train de sabrer le champagne dans la mauvaise pièce pendant que je réorganise tout le mobilier de l'immeuble. Je navigue plus profondément. Sous-dossier après sous-dossier, le Trust Beaumont s'ouvre devant moi comme la carte d'un pays que j'aurais moi-même arpenté et que je connais encore par cœur. Le code source que j'ai écrit en 1998 n'a jamais été modifié. Pourquoi l'aurait-il été? Les héritiers ont déclaré l'ancien système obsolète. Ils ont migré tout ce qu'ils connaissaient et ont abandonné tout ce qu'ils ignoraient. Et ce qu'ils ignoraient, c'est que l'architecture de classification, le cadre fondamental qui détermine comment chaque actif du trust est catégorisé pour le fisc, tourne toujours sur le code de 1998. Il est maintenu par des processus automatisés dans le serveur du sous-sol, exécutant fidèlement ses cycles de maintenance trimestriels depuis 10 ans sans qu'un seul œil humain ne se pose sur le résultat. Ils ne l'ont jamais lu parce qu'ils n'en ont jamais eu besoin. C'était mon travail. Je localise le module de classification du portefeuille. L'intégralité du portefeuille offshore de 40 millions d'euros, accumulé sur 3 générations de comptabilité créative, structuré en plus-value protégée et en actifs réinvestis selon un cadre conçu pour minimiser indéfiniment l'exposition fiscale. Tout était fait pour que l'argent reste dans un statut protégé qui lui permettait de fructifier sans jamais déclencher d'imposition. Je révise les paramètres. Je vérifie la syntaxe des commandes, non pas que je l'ai oubliée, mais la précision n'autorise pas l'improvisation quand la marge d'erreur est nulle. Puis, j'exécute 3 commandes. La reclassification prend 11 secondes. Le champ de statut du portefeuille se met à jour à travers 47 sous-comptes, chacun basculant de sa classification protégée vers une nouvelle désignation, avec la finalité silencieuse et mécanique d'une rangée de dominos qui finit sa chute. Distributions de revenus personnels directs. Dans les registres administratifs et fiscaux de la Direction générale des finances publiques, Christophe Beaumont, Laurent Beaumont et Élodie Beaumont viennent de recevoir personnellement 40 millions d'euros de revenus directs de leur trust familial. Ce soir. En une seule distribution. Sans qu'un seul centime n'ait été retenu à la source. Le trust n'a pas protégé la distribution. Le trust l'a effectuée, pour eux, personnellement et directement. Et le registre indique qu'elle a été faite sur leurs instructions, car la trace d'autorisation dans l'ancien système, celle qu'ils ont utilisée pour me piéger, montre leurs empreintes digitales sur l'ouverture de la session qui a précédé la mienne. Ils ont ouvert la porte. J'ai simplement reclassé ce qui l'a franchi. Je m'adosse un instant pour réaliser la portée de mon acte. La tranche supérieure de l'impôt sur le revenu est à 45%. 45% de 40 millions, c'est 18 millions sans compter les prélèvements sociaux, les pénalités et les intérêts qui commencent à courir à l'instant même de la distribution. 18 millions d'euros de dette fiscale immédiate, due par 3 personnes dont les actifs liquides sont immobilisés dans un domaine que l'État va bientôt examiner de très près. Ils voulaient voler 5 millions d'euros. Je passe les dernières minutes au terminal à effectuer un nettoyage en profondeur de la session, effacement du cache, suppression de l'historique de navigation, purge des données locales avec la même rigueur que j'apporterais à n'importe quelle tâche de gestion de données sensibles. Je ne fais pas cela pour cacher ce que j'ai fait, mais parce que c'est la procédure correcte, et parce que la seule signature numérique que je veux laisser dans ce système est celle qui compte. La trace d'authentification du jeton matériel sur la reclassification fiscale, horodatée et préservée dans le journal d'audit inaltérable du serveur, montrant que l'administrateur autorisé du Trust Beaumont a exécuté une mise à jour du portefeuille à 9h58 précise. Lorsque les inspecteurs examineront le registre, ils verront 3 héritiers qui ont utilisé un vieux système pour blanchir 5 millions d'euros en une seule nuit, déclenchant une réponse administrative de l'utilisateur autorisé du système qui a exposé 40 millions d'actifs non déclarés. Ils verront exactement ce qui s'est passé. Je dévisse le pendentif en étain de sa chaîne et le tiens dans ma paume un instant. Le jeton a fait son travail. Je le glisse dans la poche de mon manteau, pas autour de mon cou. Il n'a plus besoin d'être un talisman. C'est une preuve, et la preuve a sa propre place dans l'ordre des choses. Je sors de la bibliothèque dans l'air frais de la soirée, et le poids qui me compressait la poitrine depuis 3 jours se lève. Pas de manière dramatique. Pas avec un flot de soulagement ou un effondrement en larmes. Il se lève comme un long processus arrive à son terme. Tranquillement, efficacement, sans cérémonie. Le travail est fait. Maintenant, je laisse le système s'exécuter. De retour à l'hôtel, je m'assois sur le bord du lit et je ramasse les journaux d'Adrien sur le sol,
là où Mercier les avait éparpillés d'un revers de main. La photographie, celle que sa botte a trouvée, porte une trace partielle de semelle sur le coin inférieur droit. Je la lisse soigneusement avec la pulpe de mon pouce. La pression est douce et précise, travaillant le pli sans l'aggraver. Adrien a 45 ans, plissant les yeux sous la lumière de l'été. La forme familière de sa mâchoire. Cette façon qu'il avait de toujours paraître légèrement surpris d'être photographié, comme s'il n'avait jamais vraiment pensé que quelqu'un voudrait garder une trace de lui. Je rassemble les journaux un par un, vérifiant chaque reliure, lissant les pages qui s'étaient pliées dans la chute. Son écriture. Petite, soignée, l'écriture d'un homme qui prenait son temps pour chaque chose est intacte. Je les empile dans l'ordre chronologique exact et les pose sur la table de chevet à côté du réveil en plastique. La chambre sent toujours le citron industriel. L'autoroute bourdonne à l'extérieur. Le dessus de lit en polyester est exactement aussi rêche que ce matin. Rien de tout cela ne me dérange. Il me reste 2 € et une barre de céréales entamée. Je la mange lentement, savourant chaque bouchée avec l'attention délibérée de quelqu'un qui n'a pas mangé correctement depuis 3 jours et qui choisit de reconnaître ce fait. Je bois de l'eau au robinet de la salle de bain. Je mets la chemise de rechange du carton numéro 2. Je m'allonge sur le lit sans me déshabiller davantage et je ferme les yeux. Quelque part, dans un bureau sans fenêtre à Paris, une lumière rouge clignote sur un système de surveillance automatisé. Elle a clignoté à l'instant même où ma soumission a été complétée. Elle clignote encore, et elle continuera de clignoter jusqu'à ce que les agents dont c'est le métier arrivent à leur bureau demain matin et lancent la procédure qui mettra fin à la dynastie Beaumont. Je connais le rythme du système. J'ai bâti ma carrière à le comprendre. Yedors. C'est mon premier vrai sommeil en 3 jours. Les sirènes commencent avant même que le soleil n'ait franchi l'horizon. Je suis déjà réveillée, je me lève à 5 heures quelles que soient les circonstances. Une habitude de 40 ans qu'aucun hôtel ni aucune crise n'a réussi à perturber. Je suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre, mon café froid à la main, quand j'entends le son changer. Ce n'est pas le petit signal d'une patrouille locale, ni l'autorité désinvolte de Mercier pour une autre visite de courtoisie. C'est un registre totalement différent. Le hurlement lourd et rythmé des véhicules d'intervention de la police judiciaire et des douanes se déplaçant à toute allure. Je me lève et je m'approche de la vitre. 3 SUV noirs s'engagent sur la route privée menant à l'entrée du domaine. Ils se déplacent avec l'urgence spécifique et résolue des agences qui n'ont pas besoin de s'annoncer parce que leur autorité n'est pas négociable. La brigade financière ne se coordonne pas avec les gendarmes locaux. Ils ne préviennent pas. Ils n'ont pas besoin de la coopération de Mercier ni de l'autorisation de l'appareil institutionnel que les Beaumont ont entretenu pendant des années comme leur bouclier personnel. Ce qui les intéresse, ce sont les 18 millions d'euros d'impôts impayés, les preuves documentées de l'opération de blanchiment et le portefeuille offshore de 40 millions que 3 individus viennent par inadvertance de déclarer comme revenus personnels. Je regarde les véhicules jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière la ligne d'arbres à la lisière du domaine. Puis je me rassois avec mon café froid. L'adjudant Mercier ne sera pas disponible pour faire des visites de courtoisie aujourd'hui. À midi, l'affaire fait l'ouverture du journal. La chaîne d'information en continu diffuse les premières images aériennes d'un hélicoptère qui est arrivé, je le note, avec une vitesse impressionnante, ce qui suggère que le service de communication de Bercy a diffusé une note d'information dès la saisie des actifs. Il y a une méthodologie pour ces choses-là. Les images montrent les marches de marbre du domaine, et sur ces marches, 3 personnes que j'ai connues pendant un total cumulé de 6 décennies. Christophe d'abord. Son costume bleu marine sur mesure est froissé d'une manière que je ne lui ai jamais connue. Lui qui a toujours porté des vêtements impeccables comme une affirmation quotidienne de sa supériorité, lui dont les costumes communiquaient, je suis au-dessus des frictions ordinaires de l'existence. Il se tient sur ses propres marches, la veste de travers, ses cheveux gominés en désordre et ses mains entravées par des menottes en plastique devant lui. Son sourire narquois habituel a disparu. À sa place se trouve l'expression d'un homme rencontrant, pour la première fois de sa vie, un système qui ne se laissera pas amadouer par son nom de famille. Laurent est derrière lui. Élodie, ses lunettes de créateur disparues, cligne des yeux sous la lumière matinale avec la qualité désorientée et diminuée d'une personne qui a perdu le cadre qui organisait sa propre image. Les 5 millions d'euros volés, l'accusation soigneusement mise en scène, le dossier qui a frappé l'acajou il y a 3 jours, sont maintenant la preuve accablante du blanchiment d'argent.
L'instrument même qu'il avait construit pour me détruire est devenu la pièce maîtresse de son crime. La fausse accusation, la signature forgée, le protocole de mixage avec sa session d'origine clairement documentée. Tout cela se lit désormais comme le compte-rendu de ce que les héritiers Beaumont ont fait, et non de ce que j'ai fait. Ils sont broyés par la machinerie qu'ils ont tenté d'utiliser comme une arme. J'éteins la télévision et je m'assois dans le silence de la chambre. Je regarde les journaux d'Adrien sur la table de chevet. Je touche le pendentif en éteint dans ma poche. Je m'autorise, précisément et en privé, ce mince sourire d'initié. 6 mois s'écoulent dans le calendrier de la manière particulière dont les mois défilent quand on reconstruit tout à partir de zéro. Lentement au début, puis avec un élan croissant à mesure que les rouages juridiques et financiers exécutent leur processus et que l'échafaudage d'une nouvelle vie commence à prendre forme. Je suis dans un appartement de transition, un 2 pièces propre, petit mais bien éclairé, dans un quartier calme lorsque la lettre arrive. Un papier de haute qualité, du genre utilisé pour les correspondances officielles du gouvernement. Le sceau du ministère des Finances dans le coin supérieur gauche. Mon nom sur l'enveloppe, imprimé avec la typographie précise des communications administratives de haut niveau. Je la pose sur la table de la cuisine et je commence par me préparer un café. Puis, je l'ouvre. Le dossier de lanceur d'alerte a été examiné, traité et approuvé. Les preuves que j'ai fournies ont mené directement à la récupération de l'intégralité du portefeuille offshore de 40 millions d'euros, plus les pénalités et les intérêts sur les 10 ans de revenus non déclarés, plus l'amende pénale associée à l'inculpation pour blanchiment d'argent, plus la dette fiscale sur les distributions reclassées. Le montant total récupéré par l'État, énuméré dans la lettre, comporte 9 chiffres. Ma récompense, 30% de la somme recouvrée, le plafond maximal prévu par la loi. Je relis le chiffre 2 fois. Puis je pose la lettre à plat sur la table et je la regarde pendant un long moment. C'est plus d'argent que ce que j'ai gagné en 40 ans de service auprès d'une famille qui a tenté de m'effacer. Plus d'argent que ce que le domaine lui-même m'aurait rapporté en une autre vie entière de labeur. Le système ne s'est pas contenté de me blanchir. Il a récompensé ma précision. Je finis mon café. Puis j'appelle un excellent avocat, un que j'ai choisi moi-même, engagé moi-même, payé moi-même, et nous entamons la conversation suivante. La liquidation de la dynastie Beaumont n'est pas un événement spectaculaire. C'est de la paperasse. Arriérés d'impôts, amendes pénales, frais de justice, dommages et intérêts versés aux diverses parties civiles émergeant du naufrage procédural des inculpations. La dette accumulée est trop lourde, répartie sur trop d'instruments financiers pour que même le patrimoine des Beaumont puisse l'absorber. Le fisc avance avec l'autorité méthodique et sereine d'une institution qui fait cela depuis des générations et qui n'y mêle aucune émotion. Le domaine des Hauts-de-Seine, les bureaux en acajou, les baies de serveurs, les érables qui étaient nus en février quand j'ai descendu le grand escalier avec mes 3 cartons et mis aux enchères. Vente judiciaire. Nécessité bureaucratique. Une simple ligne dans le processus de recouvrement de l'État. Je passe les semaines précédant l'enchère avec la préparation méticuleuse que j'apporte à toute entreprise professionnelle d'envergure. J'étudie le cadre de la vente, la méthodologie du prix de réserve, le paysage concurrentiel des acheteurs potentiels. Ces promoteurs qui tournent autour des propriétés de luxe depuis des années, calculant le potentiel de conversion en appartements de standing des domaines dont les propriétaires se sont surendettés. Je comprends la valeur du terrain. Je comprends la valeur de la bâtisse. Je comprends ce qu'elle vaut pour moi, précisément, ce qui est un chiffre n'ayant rien à voir avec le marché et tout à voir avec 40 ans de vie et la question de savoir à qui appartient chaque pièce. Le matin de l'enchère, je m'habille avec soin. Un manteau de laine gris anthracite ajusté, pas celui qui portait encore la poussière des pneus d'Élodie, un œuf sur un chemisier de soie blanche. Ma montre en argent. Mes cheveux poivre et celles coupées au carré, chaque mèche à sa place exacte. Je prends un taxi pour me rendre au domaine. L'enchère se tient sur la pelouse avant. Des chaises pliantes, un pupitre, le chaos contrôlé d'une vente administrée par l'État, avocats, promoteurs, représentants financiers et cette catégorie particulière d'observateurs qui assistent aux ventes domaniales pour le spectacle de la dissolution d'une dynastie. Je prends place au premier rang. Les premières enchères sur le domaine proviennent d'un consortium immobilier que je reconnais, une firme basée en région parisienne qui a déjà converti 3 autres propriétés de prestige au cours de la dernière décennie, les remplaçant par des résidences sécurisées de grand luxe, toutes interchangeables.
Leur représentant est un homme en costume gris qui enchérit avec l'efficacité rodée de celui qui dépense l'argent des autres pour une conclusion déjà actée. Il est très bon dans ce qu'il fait. Il n'a simplement pas fait de recherche sur la femme assise au premier rang. Les enchères grimpent par paliers. Le promoteur avance avec confiance, absorbant les surenchères de deux autres parties avant qu'elles ne se retirent, se resserrant sur ce qu'il croit être une négociation bilatérale entre lui et le prix de réserve. Le fauteuil s'ajuste différemment de ce côté-ci. C'est la première chose que je remarque. La pièce est différente vue d'ici, les lignes de fuite, la relation entre le bureau et la porte, l'angle sous lequel les fenêtres laissent entrer la lumière du matin. La pièce est la même. Je ne suis plus la même personne que celle qui en est sortie avec 3 cartons. Je plonge la main dans le sac que j'ai apporté et j'en sors les journaux d'Adrien. Ils sont complets, les 12 volumes, chronologiques, intacts à l'exception de la trace de botte sur le coin d'une photographie que j'ai décidé de conserver plutôt que de jeter, car elle fait partie de l'histoire. J'ouvre le tiroir supérieur du bureau en acajou et j'y place les journaux. Je les empile avec soin. Je referme le tiroir. Je tourne la petite clé de cuivre dans la serrure. Ma main monte à mon cou. Le pendentif en étain n'est plus là. Il a rempli sa mission et repose désormais dans un sachet de scellé dans un centre administratif, où il restera jusqu'à la fin des procédures judiciaires avant d'être restitué à sa propriétaire. À sa place, au bout d'une nouvelle chaîne simple, en argent, plus lourde que l'étain, portant son poids différemment contre mon sternum, se trouve un pendentif que j'ai choisi moi-même. En argent massif. Pas de compartiment secret. Pas de jetons matériels. Pas d'autre clé que celle de ma propre architecture. Je le touche. Le métal est chaud, imprégné de ma peau. Je reste assise derrière le bureau, dans le silence qui est enfin le mien, et je laisse la pièce s'installer dans sa nouvelle compréhension d'elle-même. La personne la plus silencieuse de la pièce a fini de parler. Le silence qui suit n'est pas celui de quelqu'un qui a été effacé. Ce n'est pas le silence d'un fantôme dans une machine, ou d'une ombre derrière un trône, ni le calme soigneusement entretenu d'une femme qui pensait que sa valeur dépendait de son invisibilité. C'est le silence de la propriétaire. J'ajuste mes lunettes d'un doigt. J'ouvre mon carnet de cuir à une page blanche. Je décapuchonne mon stylo. J'ai du travail. Et c'est le mien, désormais. Si vous avez écouté jusqu'ici, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. La plupart des gens s'échappent avant que l'addition ne tombe. Mais ici, l'addition finit toujours par tomber. Ce qui a commencé par l'humiliation et le manque de respect s'est terminé par des preuves, la vérité et une victoire qu'ils n'ont pas vu venir. Si vous voulez d'autres histoires où le karma frappe sans pitié, abonnez-vous et revenez pour la prochaine. Dites-moi maintenant dans les commentaires, quelle a été la chose la plus révoltante qu'ils ont faite selon vous? Qu'est-ce qui a dépassé les bornes?